Bonjour, je fais cette vidéo pour tenter de vous convaincre de la non-fiabilité des tests PCR, non-fiabilité qui a par ailleurs été démontrée scientifiquement. Et deuxièmement, comme nous sommes en train de préparer une action en justice dirigée justement contre l'utilisation de ces tests PCR dans la présente pandémie, je vais également tenter de vous convaincre de vous joindre à cette action en justice. Mais avant que les fact-checkers et décodeurs de toutes sortes se ruent sur cette vidéo et affirment sans argumentation valable que tout ce que je dis est faux, laissez-moi préciser ma pensée. Les tests PCR ne sont pas fiables scientifiquement comme outil de diagnostic de première intention de la Covid-19, et surtout pas au seuil de cycle d'amplification habituellement utilisé dans les laboratoires aux États-Unis et en Europe. Pour que je puisse vous convaincre de cela, il n'y a vraiment que deux choses que vous devez savoir à propos des tests PCR. Première chose, ils ne détectent que des petits morceaux de virus qu'on appelle des séquences de nucléotides, ce qui veut dire qu'ils ne détectent jamais le virus en entier. Deuxièmement, comme la technologie actuelle ne peut pas détecter ces petits morceaux tels quels, il faut les amplifier en créant des copies, et cela se fait au cours de plusieurs cycles appelés cycles d'amplification ou CT. On voit bien ici effectivement que plus on fait de copies, plus on amplifie l'échantillon de départ, et plus cet échantillon devient évidemment détectable, comme on peut bien le voir au 12e cycle. Donc, premièrement, la PCR ne détecte jamais le virus en entier, mais uniquement des petits morceaux de virus. La preuve dans cette publication du 23 janvier 2020, publication qui propose une méthode de détection du nouveau coronavirus, appelée à l'époque 2019 nCoV, méthode qui a d'ailleurs été reprise par l'OMS. Et là, dans cette publication, on voit bien, en orange, qu'on a effectivement ciblé seulement 3 petites parties du virus, le virus entier étant lui représenté en bleu. Notons au passage, et sans nous y attarder, que cette publication du 23 janvier 2020 a été durement critiquée par un groupe de scientifiques. Comme on peut le voir ici, examen externe par les pairs du test PCR de détection du SARS-CoV-2 révèle 10 failles scientifiques majeures au niveau moléculaire et méthodologique. Je répète, 10 failles scientifiques majeures. Donc, si la PCR ne détecte pas le virus en entier, par conséquent, la PCR ne détecte évidemment pas nécessairement un virus intact. Or, seul un virus entier intact peut se répliquer, se dupliquer, c'est-à-dire former des copies, provoquer une maladie, en l'occurrence la Covid-19, et évidemment se transmettre à d'autres personnes. Seul un virus entier intact peut faire tout ça. Concernant les seuils de cycle d'amplification, le fameux CT, plusieurs études scientifiques ont déterminé que la fiabilité du test PCR dépend du nombre de cycles nécessaires pour faire apparaître un résultat positif. Si vous obtenez un test PCR positif et que vous voulez être sûr que ce que vous trouvez est un vrai positif, vous devez alors effectuer ce qu'on appelle une culture virale. Ça signifie que vous prenez l'échantillon, vous l'ajoutez à des cellules respiratoires et vous attendez de voir si ces cellules commencent à produire de nouveaux virus. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe dans notre organisme. Si c'est le cas, si les cellules commencent à produire de nouveaux virus, alors vous savez que vous avez un vrai résultat positif. C'est pour cette raison que la culture virale est considérée comme la méthode de référence pour le diagnostic des infections virales. Seul problème, évidemment, ça prend du temps. Résumé. Jusqu'à présent, nous avons donc vu ces 4 notions. 1. Les PCR détectent des petits morceaux de virus. 2. Pour pouvoir détecter ces petits morceaux, il faut en faire de nombreuses copies. 3. Ces copies se font au cours de cycles d'amplification ou CT. 4. Pour vérifier si un résultat positif est un vrai positif, il faut faire une culture virale. Nous allons maintenant examiner les résultats d'études scientifiques portant sur la fiabilité de ces tests PCR. Plusieurs publications récentes, basées sur plus de 100 études, ont tenté de trouver une corrélation entre la valeur du CT et la contagiosité. Dans l'étude qui suit, 3790 échantillons testés positifs par PCR ont été inoculés et placés en culture. Voici cette étude, elle date du 28 septembre 2020.
qu'est-ce que les médecins et scientifiques ont observé? Eh bien, qu'à un CT de 25 jusqu'à 70% des patients restent positifs en culture. À un CT de 30, cette valeur tombe à 20%. Donc seulement 20% des patients restent positifs en culture à un CT de 30. Et un CT de 35, moins de 3% des cultures sont positives. Ça signifie que la probabilité que la personne reçoive un faux positif est de 97% ou plus, à un CT de 35, je répète. Or, comme toutes les mesures sanitaires, verrouillage, confinement, fermeture de l'activité économique, chômage, pauvreté, faillite, distanciation sociale, masque facial, couvre-feu, programme de vaccination, passeport vaccinal, etc. Étant donné donc que toutes ces mesures sanitaires sont basées sur les résultats de ces tests PCR et que nous venons de voir que les résultats de ces tests ne sont pas fiables scientifiquement, pour ces raisons, nous avons décidé de lancer une action en justice contre l'utilisation de ces tests PCR en tant qu'outil de diagnostic en première intention de la Covid-19 et OCT habituellement utilisé par les laboratoires. Voilà, j'espère avoir atteint mon objectif exposé au début de cette vidéo. Si vous désirez vous joindre à cette action en justice, inscrivez-vous sur notre site internet www.actionenjusticebelgique.com. Si vous ne désirez pas participer à cette action, partagez ces informations autour de vous. Lancez des actions en justice dans votre pays parce que la vérité sur les tests PCR doit éclater partout dans le monde. Les experts vous diront que les mesures sanitaires ne reposent pas que sur les résultats des tests PCR, mais qu'elles reposent également sur le nombre d'hospitalisations. Nous leur répondons, des traitements existent. Autant en prophylaxie et traitement ambulatoire précoce, ce qui permettrait d'éviter bon nombre d'hospitalisations, qu'en traitement hospitalier, ce qui permettrait de les alléger. Enfin, cette situation de saturation des hôpitaux n'est pas nouvelle, comme on peut le voir dans ce communiqué de presse de l'APSIM datant de février 2018.